Alors, c'est bon, vous avez le partage? Oui, carrément. Très bien. Alors, bon, la semaine dernière, j'ai eu un petit problème de connexion. Il y a eu une coupure à la fin de la séance. Je vais essayer de reprendre là où il y a eu la coupure, hein. Il y a toute une partie, parce que bon, Meet ne m'avait rien signalé, hein. Pour moi, la séance elle se déroulait normalement. Donc, à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait une coupure. Donc, je reprendrai là où il y a eu là où il y a eu la coupure. On était dans la partie algorithme d'évitement des politiques pardon, les algorithmes d'évitement des états de congestion au niveau des routeurs. Et la première politique, donc, c'est la politique RAID. Donc, si vous vous rappelez, rapidement, donc, un petit rappel pour que je puisse enchaîner par la suite. Alors, avec la politique RAID, l'idée, c'est de procéder à la suppression des paquets de façon, donc, je dirais, linéaire, au-delà d'un certain seuil. Donc, il y a un seuil un seuil minimal, donc, qui va permettre de déclencher l'algorithme de suppression des paquets. Alors, l'avantage de la politique RAID, c'est qu'on ne va pas aller jusqu'à l'état de saturation pour commencer la suppression des paquets, contrairement par exemple à Droptail, donc on va parler de Droptail dans un moment. Donc on anticipe un petit peu l'état de congestion du routeur en procédant à l'élimination des paquets dès qu'on arrive à un certain seuil de remplissage de la file d'attente. Donc on se dit, si on anticipe, on peut éviter d'aller vers l'état de congestion. Ça, c'est peut-être l'avantage par rapport à Droptail. Par contre, l'inconvénient, c'est que la suppression, elle se fait de façon aléatoire. Donc, quand on dit la suppression, elle se fait de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas cibler des paquets, par exemple, euh, et dire que ces paquets-là, on va les supprimer et on va préserver d'autres paquets qui risquent de détériorer la qualité de service de l'application ou bien du flux. Et donc, cette suppression aléatoire est l'un des inconvénients de la politique RED. Donc, je me suis arrêté au niveau de, il y a eu la coupure au niveau de ce diagramme qui explique un petit peu comment se fait, alors, voilà, donc, comment se fait la suppression. Donc, vous avez, pour la politique RED, vous avez un seuil min qui est le seuil de déclenchement de la suppression des paquets. Et nous avons aussi un seuil max donc si vous avez remarqué, le seuil max, donc il est inférieur au 100%. Donc ce n'est pas le 100%. Alors le seuil max, quand on atteint le seuil max, c'est-à-dire malgré la suppression de paquets, si on atteint le seuil max, c'est que là, on va vers l'état de congestion. L'état de congestion, il est inévitable. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'éliminer tous les paquets pour éviter donc, de se retrouver avec un routeur congestionné. Donc la probabilité de suppression, dès qu'on atteint le seuil max, la probabilité de suppression de paquets, elle est de 1, elle est de 100%. D'accord? Alors que quand on est entre le seuil min et le seuil max, donc vous voyez ici au niveau de la courbe, donc c'est une suppression, je dirais, progressive. D'accord? Je dis bien progressive et je mets l'accent sur progressive. Pourquoi? Parce qu'après, il y a une politique qui a une suppression agressive. Donc la courbe ou l'allure de la courbe dans la politique que je vais vous présenter dans un moment, c'est une allure en exponentielle et non pas linéaire. D'accord? Donc la façon de supprimer et la vitesse de suppression des paquets, elle change entre RAID et l'autre politique. Donc ça, c'est par rapport à la politique RAID. Donc, si on essaie de voir ou de comparer la courbe de suppression entre la politique RAID et la politique Droptail, alors Droptail, c'est une politique de suppression des paquets dans les files d'attente qui était utilisée dans les routeurs standards, donc les routeurs qui ne supportent pas la COS. Alors, avec Droptail, le principe est simple. Vous avez une file d'attente. Dès qu'on arrive au taux de remplissage maximal de la file d'attente, c'est-à-dire que la file d'attente, elle est saturée, elle est pleine, on procède à l'élimination des paquets. Donc, on a une probabilité de suppression qui est égale à 0%, donc on n'a pas atteint la capacité maximale de la file d'attente, ok? Donc, pas de suppression. Dès qu'on atteint la taille max de la file d'attente, on passe à une probabilité de suppression qui est égale à 1. C'est-à-dire que tous les paquets seront supprimés, sans distinction. Alors que avec la politique RED, on a un autre concept. Donc, on définit des seuils. On a un seuil min et un seuil max. Tant qu'on est entre le seuil min et le seuil max, la suppression, elle se fait de façon linéaire et la probabilité de suppression, bien sûr, elle va augmenter plus on se rapproche du seuil max.
D'accord? Si l'état de la file d'attente ou bien le taux de remplissage de la file d'attente s'approche plus du seuil min, là, la probabilité de suppression, elle va baisser. OK? Donc, ça, c'est un peu le principe. Donc, on ne procède pas à l'élimination de la totalité des paquets. On va aller progressivement. Maintenant, si on atteint le seuil max, la probabilité de suppression sera de 1. C'est-à-dire que tous les paquets seront supprimés. Alors, on fait la distinction entre seuil max et taille max. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, avec la politique drop tail, on va vers une probabilité de suppression qui est égale à 1 quand on atteint la taille max de la file d'attente. C'est-à-dire que la file d'attente, elle est pleine. Par contre, avec la politique RAID, on ne va pas attendre que la file d'attente soit saturée, mais on définit un seuil max. Donc, si on atteint ce seuil max, on peut dire par exemple que le seuil max, il est de 80 ou 85%. D'accord? Donc, ça, c'est des valeurs qui sont paramétrables. Donc, que ce soit le seuil min ou le seuil max, c'est des valeurs qu'on a la possibilité de paramétrer. Donc, si on atteint le seuil max, par exemple le 80 ou le 80%, on passe à une probabilité de suppression qui est égale à 1. D'accord? Par contre, avec DropTail, on atteint la taille maximale de la file d'attente. C'est-à-dire que là, la file d'attente, elle est saturée. Dans RAID, on ne couche la saturation de la file d'attente. On passe à une probabilité de suppression de 1 quand on atteint le seuil max de la file d'attente. D'accord? Voilà. Donc, si on essaye de représenter ça, disons, mathématiquement parlant, ben, on va avoir 3 valeurs possibles de suppression pour la politique RAID. Donc, on a une probabilité de suppression qui est égale à 0 tant qu'on n'a pas atteint le seuil min. On a une probabilité de suppression qui est égale à 1 si on dépasse le seuil max, c'est-à-dire on est entre le seuil max et la taille max de la file d'attente. Okay? Et on a une probabilité P si la taille moyenne de la file d'attente est comprise entre le seuil min et le seuil max. Par contre, si on essaye de voir avec DropTail, on n'a que 2 valeurs, c'est soit 0, soit 1. Tant qu'on n'a pas atteint la taille max de la file d'attente, la probabilité de suppression, elle est à l'état 0, donc on ne touche pas au paquet, okay? On ne procède pas à l'élimination des paquets. Par contre, dès qu'on atteint la taille maximale, bon là c'est supérieur, pardon, c'est égal à la taille max, dès qu'on atteint la taille max, on passe à la suppression de la totalité des paquets. Donc on ne fait pas de distinction. Okay? Donc ça c'est juste une petite comparaison entre RAID et DropTail. Alors par la suite, il y a eu des améliorations de la politique RAID. Donc, si vous vous rappelez, j'avais dit la semaine dernière, quand j'ai commencé à présenter les politiques d'évitement des états de congestion, j'avais dit qu'il y avait plusieurs politiques, mais que toutes ces politiques étaient basées sur RAID. D'accord? On a commencé à voir quels sont les inconvénients de la politique RAID, et on a essayé donc de proposer donc des différentes approches pour améliorer les performances de RAID. Alors, bon, ça c'est l'algorithme de RAID. Donc, pour expliquer un petit peu le fonctionnement de l'algorithme, donc pour chaque paquet reçu, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la taille moyenne de la file d'attente. Si on trouve que la taille de la file d'attente, la taille moyenne de la file d'attente, il est supérieur au seuil min et inférieur au seuil max, donc on calcule la probabilité de suppression. Donc, il y a des formules mathématiques qui permettent de calculer la probabilité de suppression de chaque paquet. Sinon, si la taille moyenne, elle dépasse le seuil max, donc là, on procède directement à la suppression des paquets. C'est-à-dire que là, on est dans le cas où la probabilité de suppression, elle est égale à 1. Donc, sur le plan algorithmique, bon, vous voyez que l'algorithme n'est pas très complexe, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des calculs. Donc, le fait de dire à chaque fois qu'on reçoit un paquet, donc on doit calculer la taille moyenne de la file d'attente et de calculer la probabilité de suppression du paquet quand on est entre le seuil min et le seuil max, tout ça, c'est du temps CPU qui est consommé. D'accord? Donc, donc ça consomme des ressources au niveau du routeur. Ça, c'est par rapport à l'algorithme de RAID. Alors, il y a eu par la suite une amélioration de la politique RAID avec la politique WRAID. Alors, le principe de WRAID, donc il est basé, donc comme j'avais dit tout à l'heure, il est basé sur l'algorithme de RAID, mais on a introduit, si vous voulez, une pondération ou bien une différenciation entre les services. Alors, avec RAID, si vous avez
remarqué, il n'y avait qu'une seule courbe. Donc, il y avait une seule courbe qui permettait donc de définir une probabilité de suppression des paquets dans la file d'attente et de procéder à la suppression des paquets de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction entre les différents paquets. Que ce soit un paquet utilisant TCP ou un paquet utilisant UDP, je ne fais pas de distinction avec RED. D'accord? Bon, après, on s'est dit, pourquoi ne pas faire de distinction du moment qu'il y a des applications ou des flux qui sont sensibles à la perte de paquets et d'autres applications qui ne sont pas sensibles à la perte de paquets. D'accord? Parce que le principe, quand on parle de qualité de service, on est obligé de parler de différenciation de services. On ne peut pas traiter tous les services ou toutes les applications de la même façon. On est obligé donc de faire une différenciation. D'ailleurs, ça, c'est l'un des principes de la COS. Un flux sensible à la COS, ou bien exigeant en termes de critères de qualité de service, on ne le traite pas de la même façon qu'un flux qui n'est pas sensible à la COS, ou bien qui n'a pas trop d'exigences par rapport aux contraintes de la qualité de service. Donc, on est obligé de faire cette distinction. Donc, on est parti sur cette idée. On se dit, on prend le principe de RED, mais au lieu d'avoir un seul traitement qu'on applique à toutes les applications, on va essayer de faire de la différenciation de services. D'accord? La différenciation de services, elle réside dans le fait de définir plusieurs seuils de suppression. D'accord? C'est-à-dire, on est dans la même file d'attente, mais je ne vais pas avoir un seul seuil de déclenchement qui sera applicable à tous les flux. Je ne vais pas avoir un seuil max où la probabilité de suppression elle est égale à 1 et que je vais appliquer pour tous les flux. Donc l'idée c'était quoi? L'idée c'était de définir plusieurs seuils de déclenchement et plusieurs seuils max qui permettent de basculer vers une probabilité de suppression qui est égale à 1, mais pour un flux bien déterminé. Et donc, au lieu d'avoir une seule courbe, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce genre de courbe. Alors, regardez ce qu'on a ici. Alors, je prends ici un exemple pour trois flux. D'accord? On va dire qu'on a un flux qui n'est pas sensible à la COS, qui est le flux représenté par la courbe en bleu. On a un flux qui n'est pas très exigeant en termes de qualité de service, donc il exige un minimum de qualité de service. Okay? Et on a un flux, donc ça c'est la courbe rouge, et nous avons un troisième flux qui est très sensible à la COS, donc, avec des exigences strictes en termes de qualité de service. Alors, vous remarquez que pour chaque courbe, nous avons les deux seuils, le seuil min et le seuil max. Et en plus, on n'a pas de chevauchement, et ça c'est important, on n'a pas de chevauchement entre les différents seuils. Pourquoi on n'a pas de chevauchement? Parce que si on mettait un chevauchement, par exemple entre le seuil max, alors je vais appeler ça le seuil max 1. Ça c'est le seuil max numéro 1. Et ça c'est le seuil max numéro 2. D'accord? Si par exemple, je déplace ou je décale le seuil max 1, je le décale pour le mettre ici, entre le seuil min 2 et le seuil max 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le déclenchement de la suppression des paquets du flux 2, parce qu'on a atteint le seuil min numéro 2, alors qu'on n'a pas encore procédé à l'élimination totale des paquets du flux 1. Et ça, c'est contraire à la COS. Parce que quand on dit on fait de la différenciation, on pénalise certains flux pour favoriser d'autres. Or que là, le fait d'avoir ce chevauchement, ça veut dire qu'on n'aura pas la possibilité donc de s'assurer qu'en éliminant tous les paquets du flux 1, on va préserver les paquets du flux 2. Si vous décalez le seuil max numéro 1, vous pour le mettre entre le seuil min 2 et le seuil max 2, ça veut dire que la probabilité, cette probabilité de suppression qui est égale à 1 pour le flux 1, elle va être à ce niveau-là. Elle va être là, par exemple. Donc ça, ce sera la courbe bleue. Alors, ce qui va poser problème ici, c'est cette partie. Pourquoi? Parce que cette partie, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la suppression des paquets qui sont plus prioritaires que les paquets du premier flux.
alors qu'on n'a pas tout essayé avec le premier flux, avec le flux le moins prioritaire. Donc voilà pourquoi on évite d'avoir les chevauchements. Donc quand on évite les chevauchements, ça veut dire quoi? Comment on interprète les choses? On se dit, je commence par éliminer graduellement les flux les moins prioritaires, donc représentés par la courbe en bleu. Si j'atteins le seuil max, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'arrive pas à éviter l'état de congestion malgré une élimination progressive des paquets du flux 1. Donc, j'atteins le seuil max, donc là, je tends vers un état de congestion. Donc, je vais éliminer, je procède, donc là, je vais augmenter la probabilité de suppression pour passer à une probabilité de suppression qui est égale à 1, correspondante à la suppression de tous les paquets du flux 1. OK? Et donc, si j'essaye la suppression de la totalité des paquets du flux 1 sans éviter d'atteindre le seuil min pour la deuxième courbe, là, ça veut dire qu'on a tout essayé. On ne peut pas faire plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On procède à l'élimination progressive, d'accord, progressive des paquets du flux 2. Tout en essayant d'éviter d'atteindre le seuil min du troisième flux, c'est-à-dire le seuil min qui est en vert, le troisième. Et on garde le même principe, c'est-à-dire ce qu'on avait appliqué tout à l'heure pour le flux 1, comparé au deuxième flux, je vais l'appliquer pour le flux 3 en procédant à une suppression avec une probabilité de 1 pour le premier et le deuxième flux. Donc, je ne déclenche pas l'élimination des paquets du flux 3 tant que je ne suis pas passé à une probabilité de suppression pour le flux 2. Pourquoi? Parce que le flux 3 est le plus prioritaire. C'est le flux le plus exigeant en termes de qualité de service. Donc, j'essaie de le préserver. Si j'arrive avec une probabilité de suppression de 1 pour les deux premiers flux, donc si on arrive à réduire la charge au niveau du routeur, tant mieux pour nous. Donc, ça veut dire qu'on a pu préserver le troisième flux. Mais si on n'arrive pas, là aussi, on va garder le même principe. Donc, on procède à une probabilité de suppression de 1 pour les deux premiers flux. Si on atteint le seuil min pour le troisième flux, donc là, on sera obligé de déclencher une suppression progressive des paquets du flux 3. Maintenant, si on atteint le seuil max qui est proche du 100%, là, on n'a pas trop le choix. Donc, on sera obligé, là aussi, de basculer vers une probabilité ou de passer vers une probabilité de suppression de 1 pour le flux le plus prioritaire. Voilà donc le principe de la politique WRED par rapport à RED. Donc, là, on définit des seuils et on fait de différenciation de services. On ne procède pas à une élimination aléatoire des paquets. D'accord? Donc, on se dit, avec cette approche, on peut définir donc plusieurs seuils et on peut éviter aux paquets ou bien aux flux, je dirais, exigeants en termes de qualité de service, on peut les préserver d'une éventuelle suppression des paquets. Ou bien on retarde, on essaie de retarder au maximum la suppression des paquets de ces flux. C'est bon jusque-là? Monsieur, après, supprimer, par exemple, le troisième seuil, on supprimer le troisième priorité, sur le plus prioritaire, on se focalise juste sur le traitement des paquets, qui est sur la congestion, on recevait peut-être 3, on le 2, le 1. Tout dépend. Si on est toujours dans un taux de remplissage qui s'approche du 100%. Oui, on a supposé qu'on a le paquet 3, par exemple, on a le 100%, par exemple. Oui. Si c'est du 100%, on élimine tous les paquets. Donc, on n'accepte pas la réception de nouveaux paquets. Ouais. Parce que sinon, on va vers la congestion. On essaie d'éviter d'aller vers l'état de congestion. D'accord? Ouais. Maintenant, si la charge du routeur, elle va diminuer, si le taux de remplissage des files d'attente, avec la suppression des paquets, il va baisser, là, on va éliminer en premier la courbe, c'est-à-dire on va éliminer en premier la courbe des flux prioritaires. Ouais. Parce que l'algorithme, il s'adapte avec quoi? Il s'adapte avec le taux de remplissage de la file d'attente. Oui. Donc, si le taux de remplissage est en train de baisser, il s'éloigne du 100%, donc on revient vers une élimination de la courbe du flux prioritaire.
Donc, on a les deux flux, le moins prioritaire et celui de priorité moyenne. Oui. Si le taux de remplissage est en train encore de baisser, on élimine la deuxième courbe. D'accord? Oui. Donc, il y a une Oui. adaptation de l'algorithme en fonction du taux de remplissage de la file d'attente. C'est le principe. Avec Monsieur, des seuils de déclenchement différents pour les différents flux. oui, وكي كنا نقولوا la probabilité de suppression تاع الفلو هذاك ça dépend de quoi monsieur شغل هذاك قبل ما تولي la probabilité A1 شغل تبقى تزيد ça Il y a dépend de quoi il y a des formules mathématiques qui sont utilisées pour calculer la probabilité de suppression. C'est-à-dire que la fonction qui calcule la probabilité de suppression, bon, elle dépend de quoi? Le paramètre, c'est quoi? C'est le taux de remplissage de la file d'attente. Maintenant, cette probabilité de P, si vous changez la fonction de calcul de la probabilité de P, vous pouvez avoir des courbes différentes. Oui. C'est-à-dire là, par exemple, je reviens, voilà, je reviens par exemple vers une des courbes. Bon, je reviens vers red parce que le graphe il est moins chargé. Voilà, je prends par exemple cette courbe. Donc, je vais l'appliquer sur red. Je prends une fonction qui calcule la probabilité, par exemple la probabilité P, elle me donne cette courbe, d'accord, avec cette allure. Je change la fonction P avec une autre fonction qui va me donner une probabilité P', d'accord? Donc là, j'ai une fonction F qui me calcule la probabilité P. Là, j'ai une fonction F' qui me calcule la probabilité P'. La probabilité de suppression P', elle peut avoir, par exemple, cette allure. Donc, la courbe ici, elle est plus agressive. Oui. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la probabilité, elle est calculée en fonction du taux de remplissage. Maintenant, comment est-ce qu'elle est calculée? Il y a plusieurs fonctions mathématiques qui permettent de calculer cette probabilité. Oui, je comprends, merci. Et ça nous donne des allures différentes. D'ailleurs, on va voir par la suite, parmi les algorithmes, on va avoir un algorithme où la suppression, la courbe de suppression, elle n'aura pas une allure linéaire, mais elle aura une allure exponentielle. C'est-à-dire, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je démarre, ensuite, directement, je passe vers... Donc, ça, c'est une courbe exponentielle. Donc, la suppression des paquets ici, elle se fait de façon agressive et non pas de façon progressive. D'accord, oui. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Regarde, donc ça, c'était l'algorithme de WRN. Voilà. Alors ensuite, on passe au troisième algorithme, c'est l'algorithme RIO. Donc c'est Random Early Detection with In et Out. Alors, HADA, il est plus simple. Il est plus simple que WRED. Le problème avec WRED, c'est vrai qu'il a apporté des améliorations par rapport à RED en faisant la distinction entre les différents flux, c'est-à-dire qu'on ne procède pas à l'élimination des flux des paquets prioritaires, tant qu'on n'a pas commencé par éliminer, avec une certaine probabilité P qui peut atteindre le 1, des flux les moins prioritaires. Bon, le problème qui s'est posé avec WRED, c'est que c'est un algorithme donc, où on est obligé de définir plusieurs seuils de déclenchement, si vous voulez, plusieurs seuils max en fonction des différents flux. Donc, ça nécessite beaucoup de calculs. Donc, l'idée, c'était quoi? L'idée, donc, pour passer donc, vers le nouvel algorithme RIO, on s'est dit, au lieu d'avoir plusieurs seuils de déclenchement correspondant à différents flux, on va définir uniquement deux flux. Le flux in et le flux out. Alors, in et out par rapport à quoi? On dit in profile et out profile. On parle d'un trafic ou d'un flux conforme au profil ou bien non conforme au profil. Quel profil? On parle ici du profil qui est défini dans le contrat SLA, dans le contrat de niveau de service. Donc, le seul critère ici avec Rio, c'est est-ce que le flux est conforme au profil qui a été défini dans le contrat SLA ou non. S'il a été défini dans le contrat SLA, donc pour moi, c'est un trafic in profile. S'il n'a pas été défini dans le contrat SLA, donc c'est un trafic qui ne fait pas partie du profil de l'entreprise. Bien sûr, on parle ici d'un profil correspondant à l'entreprise, un profil de trafic correspondant à l'entreprise. D'accord? Donc,
on va réduire, avec Rio, on va réduire le nombre de seuils à combien? On aura combien de seuils ici? كون عندنا زوج ماما Alors, c'est lesquels? قلنا in et out le profil en Oui, mais en termes de seuil, c'est-à-dire si je devais avoir une courbe, si je devais tracer ma courbe, je vais avoir combien de courbes ici? ماما تكون عندنا وحدة Non. Qu'est-ce qu'on a? On a une courbe, on va avoir une courbe oui une courbe تاع les trafic paquets entrants et conforme au profil, d'accord? Et voilà, c'est bon. Donc là, je vois des oui, réponses. Effectivement, oui. c'est deux. Donc, on va avoir une courbe pour le trafic conforme et une courbe pour le trafic non conforme. D'accord? Avec des seuils de déclenchement différents. Donc, c'est un petit peu. Alors, je reviens à WRED. D'accord? Donc, au lieu d'avoir. Alors, justement, je reviens à WRED pour dire que ça, c'est juste un exemple. Hein. Donc, je peux avoir, au lieu d'avoir 3 courbes, je peux avoir 4, 5 courbes. Il n'y a aucun souci. D'accord? Mais il faut savoir que plus vous augmentez le nombre de courbes, plus vous allez augmenter la charge de calcul. D'accord? Donc, ça, c'était juste entre parenthèses concernant WRED. Maintenant, quand on parle de Rio, avec Rio, on a conforme et non conforme au profil. Donc, si je dis conforme et non conforme au profil, ça veut dire que ce diagramme-là, je vais le résumer uniquement à 2 courbes. Donc, je vais enlever, par exemple, je vais enlever la courbe en vert. Elle n'aura plus d'existence. D'accord? Et je vais avoir une première courbe qui est la courbe en bleu pour le trafic out. Alors, quand je dis out, ce n'est pas le trafic sortant, ce n'est pas le trafic entrant et le trafic sortant. C'est out of profile. D'accord? Donc, c'est un trafic non conforme au profil. Et donc, je vais commencer par procéder à l'élimination. Donc, je définis le seuil min du trafic non conforme au profil. Je commence à éliminer donc les paquets de façon progressive jusqu'à atteindre le seuil max. Donc, si j'atteins le seuil max, je passe à une probabilité de suppression égale à 1. Si, malgré la suppression du trafic non conforme au profil, une probabilité de suppression de 1, du trafic non conforme au profil, le taux de remplissage de la file d'attente, il continue toujours à augmenter. Donc là, je suis obligé de passer vers la suppression progressive des paquets conformes au profil. Et donc là, cette courbe, la courbe en rouge, c'est la courbe du trafic in profile. Donc, trafic conforme au profil qui a été défini dans le contrat SL. Est-ce que vous voyez la différence entre Rio et WRED? Oui, هنا في ريو on va supprimer قبل هذوك اللي ماشي كامل conforme parce que ماشي important. Très bien. Très bien. Alors, si vous vous rappelez, quand on a parlé de la classification, la première phase de traitement dans un routeur, on a la classification, je crois comme la phase de classification, la classification, qu'est-ce qu'on a? On a le marquage du trafic. Marquage du trafic, c'est quoi? C'est dire est-ce que le trafic est conforme ou non. Quand on marque un trafic ou là, quand on marque des paquets, comme l'opérateur, il a 3 possibilités. Première possibilité, adopter une politique, je dirais, radicale. La politique radicale, c'est quoi? Tout ce qui est non conforme au profil, tout ce qui a été marqué, je l'élimine. Donc, je ne me casse pas la tête. Je peux avoir une politique plus souple. La politique souple, c'est quoi? C'est marquer le trafic comme étant un trafic non conforme. Je le laisse passer. D'accord? Et si je constate que mon réseau commence à surcharger, quand je dis le réseau commence à surcharger, je parle essentiellement ici de l'état des routeurs. Donc, si les routeurs commencent à surcharger ou bien tendent vers un état de congestion, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit l'opérateur, il va basculer vers, il va passer vers l'élimination des paquets non conformes. Et donc, comment se fait l'élimination des paquets non conformes? C'est avec la politique Rio. Et la troisième approche, c'était de faire passer le trafic
qui a été marqué, le faire passer en best effort. C'est-à-dire je ne lui donne aucun niveau de qualité de service. Donc là, on est dans le deuxième scénario. Je suis dans le scénario où je marque le trafic, je le laisse passer, d'accord? Si je constate que le routeur commence à congestionner, eh ben, en appliquant la politique Rio, je commence par éliminer les paquets qui ont été marqués comme étant non conformes. Parce que le marquage, il se fait avant d'arriver à cette... C'est la troisième étape. Le marquage, il se fait à l'étape 2. Donc, je marque, je laisse passer. Si le routeur congestionne, qu'est-ce qu'on fait? On élimine les paquets qui ont été marqués comme étant non conformes au profil. Maintenant, si après le marquage et l'élimination des paquets non conformes, le taux de remplissage de la file d'attente continue à augmenter, dans ce cas-là, on est obligé de toucher au trafic qui est conforme au profil. D'accord? Donc, on se résume ici à deux courbes. Au lieu d'avoir plusieurs courbes comme dans WRED, on va avoir deux courbes. Une pour le trafic non conforme et une pour le trafic conforme au profil. Alors, il y a une question ici, il y a une question intéressante. Bon, j'avais donné une petite réponse tout à l'heure. Alors, il y a une question qui dit, dans WRED, je n'ai pas compris pourquoi chaque courbe a un calcul de probabilité de suppression différent. Ben, écoutez, la fonction de calcul de la probabilité est... Pardon. Donc, la probabilité de suppression de la courbe, elle peut être la même. Sauf que, par un autre, on peut définir une priorité, bien on peut définir une probabilité de suppression, bien une courbe qui est un peu plus agressive pour les flux les moins prioritaires que pour les flux prioritaires. Donc, ça nous donne des courbes qui ont des allures un peu différentes. D'accord? Mais rien ne m'empêche d'avoir des courbes identiques. C'est-à-dire que la fonction de calcul de la probabilité de suppression, elle sera la même pour les trois courbes. Ça dépendra de la politique que vous voulez adopter. Est-ce que vous allez vous contenter uniquement de définir donc juste les seuils pour faire de la différenciation de services, c'est-à-dire pour traiter les flux prioritaires ou bien favoriser les flux prioritaires et défavoriser les flux les moins prioritaires, ou bien vous passez à une étape supérieure, c'est-à-dire vous rajoutez une couche de priorité, si vous voulez, qui consiste à avoir des courbes avec des allures différentes. Et donc, la probabilité de suppression, elle sera beaucoup plus importante. La courbe de suppression, elle aura une allure beaucoup plus agressive pour les flux les moins prioritaires et moins agressive pour les flux les plus prioritaires. Parce que la probabilité, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la vitesse de suppression. Si vous avez une courbe qui a une allure exponentielle, ça veut dire que là, vous êtes en train de supprimer avec une certaine vitesse les paquets les moins prioritaires. Par contre, si la courbe elle a une allure linéaire, la vitesse de suppression ici, elle sera réduite. D'accord? Donc là, on est en train de jouer sur la priorité. Est-ce que c'est clair pour la question de Mademoiselle Sichaïd? Très bien. Alors, j'insiste sur une chose. Plus vous rajoutez des calculs, plus vous rajoutez des contraintes, plus vous surchargez le routeur. Parce que quand je dis, j'utilise une fonction pour calculer la probabilité de suppression pour les trois flux, ce n'est pas la même charge de traitement que si vous utilisez trois fonctions différentes pour calculer la probabilité de suppression des trois flux. D'accord? C'est vrai qu'on est en train d'améliorer. On a rajouté une couche supplémentaire de priorité, mais vous êtes en train de surcharger le routeur avec des calculs supplémentaires. Donc, il faut avoir un compromis. D'accord? Donc, il faut trouver un bon compromis entre la notion de différenciation de service et la charge de calcul au niveau du routeur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, on continue. Donc, ça, c'était la politique Rio. Donc, Rio, on n'aura que deux flux, conformes, non conformes au profil. D'accord? Donc, ça, c'est une approche qui est beaucoup plus facile et plus légère que celle de WR. Alors, nous avons aussi une autre approche qui est l'approche ARED, Adaptive Random Early Detection. Donc, là aussi, donc, alors vous voyez qu'à chaque fois, vous avez, au niveau de l'acronyme des algorithmes, vous avez toujours RED. Donc, c'est pour dire que tous ces algorithmes sont basés essentiellement sur la politique de RED ou l'algorithme de RED. Donc, avec ARED, au fur et à mesure que le nombre de flux TCP augmente, d'accord, on parle ici de flux TCP augmente, il est nécessaire que l'élimination progressive de trafic soit de plus en plus agressive et non linéaire comme dans le cas de RED. J'avais parlé tout à l'heure comme l'allure de la courbe. Alors, avec RED, généralement, on a des allures qui sont linéaires. L'allure de la courbe, elle est linéaire. Par contre, si on prend le cas de ARED, on a une allure qui est en exponentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir dans notre courbe, alors je vais essayer de schématiser ici, voilà. Donc nous allons avoir une partie qui sera, donc là j'atteins le seuil min, ok? Dès que j'atteins le seuil min, donc je ne vais pas avoir une courbe linéaire, mais je vais avoir une courbe en exponentielle. Ensuite avec une probabilité de 1. D'accord? Donc là, la vitesse de suppression des paquets, elle est beaucoup plus importante. Donc on essaye de procéder à l'élimination des paquets de façon agressive pour tenter d'éviter d'arriver au seuil de déclenchement. Donc là, on va remarquer qu'avec cette allure, cette courbe, quand on a une courbe exponentielle, la distance entre le seuil min et le seuil max, elle sera beaucoup plus proche, beaucoup plus petite que si on avait une courbe linéaire. Parce qu'avec la courbe linéaire, on a une certaine probabilité donc, de 0 à 1 et le seuil min, donc on essaie de le décaler au maximum pour ensuite avoir la probabilité de 1. Là, le seuil max, pardon, il est plus proche du seuil min. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on doit suivre la courbe. Donc, dès que j'atteins, ce qu'on aura ici, donc pour avoir un graphique plus clair, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est le seuil. Supposons que ça, c'est le seuil min. Donc, le seuil min, on va dire que, par exemple, c'est du 70%. Taux de remplissage, c'est 70%. Alors, avec RED, on peut avoir un seuil max qui va vers, par exemple, 80, 85%. OK, 90%. On peut aller même jusqu'à 90%. Donc, je vous ai dit, c'est des valeurs qui sont paramétrables. Mais si on applique à RED, on va avoir un seuil max qui sera plus proche, c'est-à-dire qu'on aura du 75%. Donc là, on a du 0, donc tant qu'on n'a pas atteint le 70. Dès qu'on atteint le 70, on commence par l'élimination. Arrivé à 75, on passe directement à une probabilité de 1 de suppression. Donc la courbe, ici, elle a une allure en exponentielle. Contrairement à tout à l'heure où la courbe, elle avait une allure linéaire. Donc là, ce qui change entre ARED et RED, c'est plus la vitesse de la probabilité de suppression. Donc tout à l'heure, donc la courbe, elle avait une approche, une allure linéaire. Là, c'est une allure en exponentielle. Alors, une autre approche, FRED. Donc, dans cette approche, l'élimination des paquets, elle tient compte de la façon dont les applications vont réagir à la perte de paquets. Donc, le critère ici, ce n'est pas conforme, non conforme au profil. On ne fait pas de différenciation entre les différentes applications. Donc, applications moins prioritaires, applications de priorité moyenne, applications avec haute priorité. Non, on prend juste deux critères. Le comportement de l'application par rapport à la perte de paquets. Est-ce que l'application, elle est sensible à la perte ou bien elle n'est pas sensible à la perte? D'accord? Donc là, généralement, les applications avec FRED, les applications qui sont pénalisées, généralement, ce sont les applications qui sont basées sur TCP. Parce qu'avec TCP, on a toujours la possibilité, donc on parle d'un protocole fiable, on a toujours la possibilité de récupérer les paquets perdus, les paquets qui ont été supprimés. Donc, on se dit, on pénalise les flux utilisant TCP,
quand je dis on les pénalise, on va avoir un seuil de déclenchement qui sera inférieur au seuil de déclenchement des applications sensibles à la perte de paquets. Donc, deux seuils là aussi, donc ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec WRED, mais cette fois, que ce soit avec WRED ou avec Rio, mais cette fois, le critère, c'est quoi? Ce n'est pas in et out, c'est-à-dire conforme au profil, non conforme au profil. Ce n'est pas la différenciation des services ou bien la priorité entre les services, mais c'est la réaction, bien le comportement des flux par rapport à la perte de paquets. Donc, on va pénaliser les applications qui ne sont pas sensibles à la perte de paquets et on favorise les applications qui sont sensibles à la perte de paquets. Donc, on va avoir exactement le même diagramme que Rio, avec deux courbes. Une courbe pour les applications non sensibles à la perte et une deuxième courbe pour les applications sensibles à la perte de paquets. D'accord? Donc, le même diagramme que Rio, sauf que la différence, c'est quoi? C'est que Rio, le critère, c'est quoi? C'est conforme, non conforme au profil. Là, c'est par rapport à la perte de paquets. Donc, sensible ou non sensible à la perte de paquets. Voilà. Alors, bon, ça, c'est des applications, c'est des algorithmes. Par exemple, que ce soit FRED ou bien ARED, c'est des algorithmes qui ne sont pas très utilisés. Alors, généralement, on s'oriente plus vers WRED ou bien Rio. Donc, Rio, parce que c'est en relation directe avec le contrat de niveau de service. Donc, si on a un contrat de niveau de service, on est obligé donc de le respecter. On est obligé de favoriser les trafics conformes au profil et pénaliser le trafic non conforme au profil. D'accord? Et avec WRED, on applique le principe de la différenciation de service, qui est un principe connu en qualité de service. Quand on fait de la qualité de service, on est obligé de faire de la différenciation de service. Et WRED, il suit ce raisonnement, il suit le concept de la différenciation de service appliqué dans la qualité de service. Voilà, donc ça c'est par rapport aux algorithmes d'évitement des états de congestion. Donc il y avait le drop-tail avant pour les routeurs standards, donc qui permettait, donc j'avais fait un petit rappel concernant le drop-tail, j'avais donné une petite comparaison entre les courbes, les allures des courbes entre RED et drop-tail, et ensuite on a vu différentes variantes de RED, donc différentes variantes par rapport à la suppression des paquets. On arrive maintenant à la dernière phase de traitement, qui est la phase d'ordonnancement, ou bien la phase de scheduling. Alors, la phase d'ordonnancement, je rappelle ce que j'avais dit depuis la première séance du cours, où j'ai donné une comparaison entre un routeur standard et un routeur supportant la COS en termes un routeur standard qui était basé essentiellement sur, donc il a les interfaces de sortie, chaque interface est disposée d'une seule file d'attente et qui était gérée suivant une politique FIFO. D'accord? Ça, c'est un routeur standard. Mais cette approche, elle n'est pas adaptée à la gestion de la COS. Parce que quand on parle de la qualité de service, on est obligé donc de favoriser, d'avoir des traitements différents pour les différentes applications. Un traitement adapté aux besoins et aux contraintes des différentes applications. D'accord? Donc, on est passé vers une nouvelle, si vous voulez, une nouvelle configuration du routeur où on s'est dit que pour chaque interface, on ne va pas se contenter d'une seule file d'attente, mais on va définir plusieurs files d'attente pour chaque interface de sortie. Maintenant, combien de files d'attente sont associées à l'interface de sortie? Là, ça dépendra de la politique adoptée, la politique d'ordonnancement adoptée. D'accord? Est-ce que les files d'attente vont représenter les flux? Ou bien elles vont représenter les classes de services? Là aussi, ça dépendra de la politique d'ordonnancement. Donc, chaque politique, elle va définir un certain nombre de critères, une certaine configuration, si vous voulez, au niveau du routeur. La gestion en termes de flux ou bien en termes de classe, le nombre de files d'attente, est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il n'est pas fixe? D'accord? Est-ce qu'il est adapté au nombre de flux reçus? Ou bien est-ce qu'il a un nombre de files d'attente qui est fixe et qu'on l'utilise pour l'ensemble des flux? Ça dépendra des différentes politiques d'ordonnancement. Donc, l'ordonnancement consiste donc à vider les files d'attente vers l'interface de sortie. Alors, à ne pas confondre avec les algorithmes d'évitement des états de congestion, parce que la finalité, elle est la même, d'accord? Ou bien le fonctionnement est le même, c'est vider les files d'attente.
mais la finalité n'est pas la même. La finalité, c'est que dans la partie ordonnancement, les paquets sont envoyés vers les interfaces de sortie. Dans les algorithmes d'évitement des états de congestion, les paquets sont supprimés. D'accord? Donc, les deux arrivent au même résultat, c'est vider les files d'attente, mais de façon différente. Donc, l'ordonnancement, il bat vers les interfaces de sortie. Les algorithmes d'évitement procèdent vers l'élimination des paquets. Donc, on va essayer de voir plusieurs politiques d'ordonnancement. On va commencer par la plus simple, qui était la base, donc qui était utilisée dans les routeurs standards. Il y a ce qu'on appelle aussi, donc il y a une variante de FIFO, donc FIFO+. Ensuite, on verra donc d'autres approches d'ordonnancement qui sont destinées aux routeurs supportant la qualité de service. Alors, bon, je pense que pour FIFO, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que tout le monde connaît le fonctionnement de FIFO, donc c'est first in, first out. Comme j'avais dit, donc c'était l'approche qui était utilisée dans les routeurs standards. On ne fait pas de distinction entre les paquets, que ce soit en termes de priorité ou bien même en termes de taille. Okay? Donc, on ne favorise pas les paquets qui ont une plus petite taille que les autres ou là une plus grande taille que les autres. On ne favorise pas les paquets qui sont sensibles au délai. On les traite, le seul critère, c'est les traiter en fonction de leur ordre d'arrivée. D'accord? Donc, on ne se casse pas trop la tête. Premier arrivé, premier servi. Ça, c'est le principe de la politique FIFO. Sauf que cette approche, elle n'est pas adaptée à la gestion de la cause. C'est pour ça que FIFO n'a pas été retenu par la suite. Donc, on a essayé de trouver d'autres approches et d'autres algorithmes pour la partie ordonnance. Alors, l'une des améliorations, bien l'une des premières améliorations donc, dans les politiques d'ordonnancement, c'est la politique FIFO+. Alors, FIFO, donc le principe est connu. Avec FIFO+, alors qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaye donc de garder le principe de FIFO, mais nous allons rajouter un critère supplémentaire. Un critère supplémentaire qui est le délai. On prend en considération le délai des paquets. D'accord? Donc, avec FIFO, il n'y a aucun critère de tri de la file d'attente. Le seul critère, c'est l'ordre d'arrivée des paquets. Premier paquet reçu, il prendra la première position dans la file d'attente. Deuxième paquet reçu, il sera à la deuxième position. Troisième position, quatrième position, et ainsi de suite. D'accord? Avec FIFO+, on se dit on va rajouter un critère supplémentaire qui est représenté par le délai du paquet. Alors, l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif ici, c'est de calculer ou bien d'estimer, je dis bien estimer, non pas calculer, c'est d'estimer est-ce que le paquet est en retard ou non. D'accord? Parce que là, on a le critère, c'est le délai. Et on sait que le délai, c'est l'un des paramètres de la qualité de service. Quand on veut évaluer les performances d'un réseau, parmi les critères de la qualité de service, on parle du délai. Et c'est un critère qui est assez critique et assez important pour certaines applications. Donc, on essaye d'estimer ou bien d'évaluer le délai du paquet pour voir est-ce que le paquet, quand il est reçu par le routeur, est-ce qu'il est en retard ou non? Alors, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Quand on évalue le délai du paquet, quand on fait une estimation sur le délai du paquet pour voir est-ce que le paquet il est en retard ou bien est-ce qu'il est en avance, dans quel but? C'est pour trier la file d'attente en fonction du délai. Si on constate qu'il y a un certain nombre de paquets qui sont en retard, on essaie de les favoriser en les faisant passer en premier. Si on a des paquets qu'on estime qu'ils sont en avance, on essaie de les retarder. D'accord? On s'est dit, bon, ce paquet, il est en avance, on a une marge de manœuvre, donc on va essayer de le décaler et faire passer des paquets qui sont estimés en retard. Donc on a fait une évaluation, on estime que ces paquets-là sont en retard par rapport au paquet précédent, donc on les fait passer en priorité. Ceux qui sont estimés en avance, on les laisse attendre. On les laisse attendre un petit peu. C'est-à-dire, bien sûr, il ne faudrait pas aussi influencer négativement le critère du délai pour les paquets qui sont en avance. Donc, il ne faudrait pas qu'ils soient en retard par la suite. D'accord? Mais on s'est dit, bon, s'ils sont en avance, on a une marge de manœuvre, on va essayer de profiter de cette marge de manœuvre pour faire passer des paquets qui sont en avance pour ne pas augmenter leur retard. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, notre file d'attente,
elle sera triée en fonction de l'état du paquet par rapport au délai, par rapport aux paramètres du délai. On commence donc par les paquets estimés en retard et on laisse à la fin, dans la file d'attente, les paquets qu'on estime qui sont en avance. D'accord? Bon, ça reste, je ne dis pas que c'est un algorithme qui est performant, d'accord? Mais il apporte un plus par rapport à FIFO. Parce que vous allez voir, bon, même Hada, il n'a pas été retenu, mais je vous donne juste, c'est-à-dire l'évolution des algorithmes d'ordonnancement. On a démarré avec FIFO, on a essayé de proposer une première amélioration de FIFO qui est le FIFO+, ok? Mais ça reste quand même un algorithme qui n'est pas très performant, qui n'est pas utilisé dans les routeurs. Donc, un petit schéma pour expliquer un petit peu le principe. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On calcule donc à la réception des paquets, on calcule le délai, le délai moyen du paquet. Et par la suite, donc regardez l'organisation de la file d'attente par rapport à l'ordre d'arrivée des paquets. On a une organisation de la file d'attente qui est carrément différente de l'ordre d'arrivée des paquets. Si on était dans FIFO, on garde le même ordre, c'est-à-dire le paquet rouge, paquet jaune, ensuite le paquet bleu. Or que là, avec FIFO+, quand on a évalué le délai de chaque paquet, on a estimé par exemple que le paquet en jaune, il est en retard. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a fait passer en premier. On a trouvé que le paquet en rouge, il était en avance. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a retardé un petit peu. On l'a mis parmi les derniers paquets. D'accord? Donc c'est ça le principe de FIFO+. Mais j'insiste pour dire que c'est un algorithme qui n'est pas très utilisé. D'accord? Donc c'était juste une petite amélioration par rapport à FIFO. Par contre, là, on passe vers les algorithmes qui sont, je dirais, utilisés dans les routeurs supportant la COS. Et parmi les politiques qui ne sont pas très complexes en termes de fonctionnement, nous avons la politique PQ, bien la politique basée sur la priorité des paquets. Alors, le principe ici, il est simple. Le principe ici, il se base essentiellement sur la priorité de chaque paquet. Alors, je reviens maintenant à la phase de classification. On a dit que dans la classification, on peut se baser par exemple sur l'utilisation du champ type of service ou bien le champ DSCP quand on est dans un environnement différencié. Donc, on peut se baser sur ces champs-là pour définir la priorité de chaque paquet. On a vu qu'avec le champ type of service, on avait la possibilité de définir 8 niveaux de priorité. Avec le DSCP, on avait la possibilité d'aller vers 64 niveaux de priorité. Donc, chaque paquet, il porte sa priorité. Chaque paquet, il a comme information sa priorité. Donc, à la réception, quand on va recevoir les paquets, il suffit juste donc de vérifier la priorité de chaque paquet et de le mettre dans la file d'attente associée. Priorité 1, on va la file d'attente la moins prioritaire. Priorité 64, on va la file d'attente la plus prioritaire. Donc, ça permet donc de distinguer entre les paquets en se basant sur les champs de la classification, que ce soit le champ type of service ou bien le champ DSCP, et à partir de là, organiser mes files d'attente en fonction des priorités des différents paquets. Alors, le fonctionnement de l'algorithme, c'est que là, on va favoriser bien sûr la file d'attente la plus prioritaire par rapport aux files d'attente, bien par rapport à la file d'attente la moins prioritaire. Vous allez avoir plusieurs niveaux de priorité, d'accord? Et là, la priorité, elle est absolue. Quand je dis la priorité, elle est absolue, ça veut dire qu'en termes de fonctionnement, l'ordonnanceur, il ne pourra pas passer à une file si les files les plus prioritaires ne sont pas vides. D'accord? La file la plus prioritaire, je commence à envoyer donc les paquets. Tant que cette file n'est pas vide, je suis obligé de rester sur cette file. Donc là, je risque de pénaliser les autres le phénomène de famine. Parce que si le nombre de paquets reçus sur la file prioritaire est un nombre de paquets important, on risque de ne jamais passer vers les files les moins prioritaires. Donc ça, c'est l'un des inconvénients de la politique PQ. Un autre inconvénient, c'est que avec PQ, nous avons uniquement, alors écoutez bien, nous avons uniquement 4 files d'attente seulement. D'accord? 4 files d'attente seulement. Ça veut dire quoi? Pourquoi je dis que ça, c'est un inconvénient? C'est un inconvénient
Parce que même si on est, alors si vous vous rappelez dans la phase de classification, j'avais dit on peut utiliser le champ type of service qui me donne 8 niveaux de priorité. Et j'avais dit qu'avec 8 niveaux de priorité, ce n'était pas évident de mettre les flux et de les classer dans 8 niveaux de priorité. Parce que là, on sera amené à mettre des flux qui n'ont pas les mêmes exigences, qui n'ont pas les mêmes contraintes de qualité de service, on sera obligé de les mettre dans la même classe de service. Et là, on va encore aller plus loin pour dire qu'avec 4 files d'attente seulement, on ne pourra pas définir clairement les différentes classes. Donc, on sera obligé de mettre dans la même classe des flux qui ont des priorités différentes, des flux qui ont des besoins, qui ont des exigences en termes de qualité de service différentes. Donc, ça aussi, c'est un autre inconvénient. Donc, l'algorithme de PQ, bien l'algorithme de fonctionnement de PQ, il est relativement simple. Ça, c'est l'avantage. On perd en termes de classification des paquets, on perd en termes de priorité des paquets du moment qu'on est obligé donc de mettre les différents paquets, les différents flux dans des files d'attente, dans les mêmes files d'attente. Alors que le principe, il dit qu'on doit séparer les applications et les flux qui ont des besoins, je dirais différents, qui ont des exigences de qualité de service différentes. Par contre, en termes de fonctionnement, le principe de fonctionnement ou la complexité de l'algorithme de PQ, il est relativement simple. Donc, on a parlé tout à l'heure, j'avais dit que l'algorithme utilise ce qu'on appelle des priorités absolues. Alors, dans lancement, il ne peut pas passer à une file d'attente s'il n'a pas vidé les files d'attente de plus grande priorité. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir, donc on a dit qu'on a 4 files d'attente. D'accord? On a 4 files d'attente, donc 4 niveaux de priorité. Donc, il va commencer par consulter la première file d'attente qui est représentée par la file d'attente de priorité haute. Donc, c'est la file d'attente qui va contenir les flux, les applications exigeantes en termes de qualité de service. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tant que la file d'attente de haute priorité, elle n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un paquet de cette file d'attente. Donc, j'envoie le premier paquet. Je vérifie est-ce que la file d'attente, elle n'est pas vide. Si elle n'est pas vide, donc j'envoie le deuxième paquet, j'envoie le troisième paquet, et ainsi de suite. Donc, je reste ici à boucler Donc, je ne sortirai de cette file que si elle devient vide. Donc, ça, c'est la condition de sortie de la file d'attente. Maintenant, si la file d'attente, elle est vide, si la file d'attente de haute priorité est vide, qu'est-ce que je fais? Je passe à la file d'attente numéro 2. La file d'attente numéro 2, c'est la file d'attente de priorité moyenne. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, si vous avez remarqué, là, je fais un test avec un si et non pas avec un tant que. Je dis, si la file d'attente de priorité moyenne est non vide et que la file d'attente de priorité haute est vide, elle est toujours vide, qu'est-ce que je fais? J'envoie un paquet de la file de priorité moyenne. Alors, qui peut me dire pourquoi dans la deuxième file d'attente, j'ai utilisé un si et je n'ai pas utilisé un tant que? Pourquoi dans la première file, j'ai utilisé un tant que? Pourquoi dans la deuxième file, j'ai utilisé un si? monsieur, في la première file, on essaiera de vider كامل la première file prioritaire وفي la deuxième, نسيو نبعثوا واحد برك. إذا بس قادر لو كان نبعثوا كامل تاع la deuxième file, كنت عمرت la première file وما نبعثوش منها. Très bien. Donc, voilà, exactement. Donc, si pendant l'envoi du paquet de la file 2, on peut recevoir des paquets dans la file prioritaire. Alors, je connais, la gestion de la priorité, elle se fait de façon absolue. D'accord? C'est-à-dire, je ne passe pas à une file si les files les plus prioritaires ne sont pas vides. Et donc, je ne peux pas passer à la deuxième file si la première file, elle est vide. Bon, maintenant, je peux passer à la file 2 parce que j'ai vidé la file 1, mais je n'ai aucune garantie sur l'arrivée d'un paquet dans la file la plus prioritaire. Je ne sais pas, est-ce que pendant l'envoi du paquet de la file de priorité moyenne,
est-ce qu'entre-temps, je vais recevoir des paquets de la file de priorité haute? Donc voilà pourquoi je ne vais pas m'amuser à vider la file d'attente numéro 2 en négligeant la première file d'attente, c'est-à-dire la file d'attente de priorité haute. Donc, pour le reste, parce que là, on est dans la deuxième file, ça veut dire qu'il reste encore 2 files d'attente. On a la politique PQ, elle se base sur 4 files d'attente. Et ça sera la même chose pour les 2 files d'attente restantes. Je ne passe à une file d'attente que si les files d'attente, les précédentes files d'attente, c'est-à-dire les files d'attente les plus prioritaires, elles sont toujours vides. Et je n'envoie un paquet de la file courante que si les files précédentes restent vides. Donc, je suis obligé de faire une vérification à chaque fois par rapport à l'état des files d'attente. Donc, on continue notre algorithme. Donc là, je suis passé à la file d'attente numéro 2, celle de la priorité moyenne, parce que la file d'attente de priorité haute, elle est vide. Mais j'ai fait juste un test. Donc, j'ai dit, si la file de priorité moyenne est non vide et que la file de priorité haute est vide, dans ce cas, j'envoie un pack de la file numéro 2. OK, très bien. Sinon, on passe maintenant à la troisième file. Je passe à la troisième file pour envoyer un paquet de la troisième file, mais à condition que les files de priorité haute et les files de priorité moyenne restent encore vides. Donc, je suis obligé de tester leur état. Donc, je dis, sinon, si la file de priorité normale est non vide et la file de priorité haute est vide et la file de priorité moyenne est vide, dans ce cas-là, j'envoie un paquet de la file de priorité normale. Toujours en utilisant un si. Il n'y a pas de temps que. C'est-à-dire que le temps que ici, je l'utilise uniquement dans la première file d'attente, la file d'attente la plus prioritaire. Si la file d'attente de priorité normale est vide, maintenant on passe à la file d'attente numéro 4, c'est la file d'attente de priorité basse. Et dans ce cas-là, on passe à la file d'attente de priorité basse si les 3 files d'attente précédentes restent vides. Donc dans ce cas-là, sinon, si la file de priorité basse est non vide, et la file de priorité haute est vide, file de priorité moyenne est vide et file de priorité normale est vide, dans ce cas-là, on va envoyer un paquet de la file de priorité basse. Alors cet algorithme, il va se répéter, donc il va boucler, d'accord? Et il s'exécute de façon continue. Donc, il est obligé donc de consulter à chaque fois l'état des files d'attente pour voir l'arrivée des paquets. D'accord? Donc, je n'envoie un paquet de la file 2 que si la première file est vide. Et si vous avez remarqué, donc si on essaie de faire un petit déroulement sur l'algorithme, si j'envoie un paquet de la file de priorité moyenne, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais directement sortir de mon algorithme et je vais reboucler pour tester la file de priorité haute. Donc, un paquet de la file de priorité moyenne, je termine mon algorithme, bien je termine mon itération dans l'algorithme et je reviens pour faire une autre itération pour vérifier est-ce qu'il y a des paquets de priorité haute qui sont arrivés. Si je trouve des paquets, je les envoie. Si je ne trouve pas de paquets, je reviens vers la file de priorité moyenne pour envoyer un seul paquet. Je termine mon itération et je reboucle, et ainsi de suite. Donc, cette opération, elle va se répéter en continu. D'accord? Donc, ça, c'est le principe de l'algorithme basé sur la priorité. Donc, vous voyez ici qu'on n'a que 4 files d'attente. D'accord? Ce qui rend les choses un peu complexes en termes de différenciation de services, parce qu'on sera amené à mettre donc, des classes de services ou bien des flux, à les mettre dans les mêmes files d'attente. Et ça, ça réduit les performances, ou bien ça dégrade un petit peu la qualité de service. Alors, quelques avantages et quelques inconvénients de PQ. Donc, parmi les avantages, nous avons la simplicité et la rapidité et le faible coût au niveau du système d'exploitation du routeur, parce que, comme vous avez vu, l'algorithme n'est pas très complexe. Il n'y a pas beaucoup de calculs à faire. On va voir d'autres algorithmes, tels que par exemple l'algorithme CBQ, Class-Based Queuing. C'est un algorithme où vous êtes obligé de faire des calculs. Donc, il y a des calculs qui sont effectués par l'algorithme. Et quand il y a des calculs, ça consomme du temps CPU. Par contre, là, non. On a uniquement des files d'attente. On met les paquets dans les files d'attente correspondantes à leur priorité et on envoie les paquets donc en gérant des priorités
absolue. Donc là, les priorités, elles ne sont pas recalculées à chaque fois. Il y a des algorithmes où vous êtes obligé de recalculer la priorité en fonction de certains critères qui changent de façon régulière. Et donc, si ça change, on est obligé de refaire les calculs. Donc là, par contre, dans PQ, il n'y a pas de calcul. On a la classe, la priorité du paquet, on le met dans la file d'attente correspondante à sa priorité, et ça s'arrête là. Ensuite, il y a la gestion de l'algorithme. OK? Donc, les priorités absolues permettent de privilégier de manière absolue un trafic par rapport à un autre. Bon, ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient dans des cas particuliers. D'accord? Quand on veut, c'est vrai que quand on parle de différenciation de services et quand on parle de priorité, l'objectif, c'est de favoriser certains flux par rapport à d'autres. Et donc, c'est tout à fait normal de dire qu'on favorise la file de priorité haute par rapport à la file de priorité basse. D'accord? Mais dans un contexte particulier où le nombre de paquets arrivant dans la file de priorité haute est très important, là, on retombe dans un inconvénient, c'est-à-dire l'avantage, il va devenir un inconvénient parce que nous allons créer ce qu'on appelle un phénomène de famine. Et le phénomène de famine, il va pénaliser les autres files d'attente. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? On va servir toujours la file d'attente de priorité haute. Les files d'attente de priorité moyenne, priorité normale, priorité basse vont être pénalisées, puisqu'on ne va pas envoyer des paquets. Si on n'envoie pas de paquets, les files d'attente vont être saturées. Si elles vont être saturées, on va commencer à éliminer des paquets. Donc, vous voyez l'enchaînement entre les événements. Donc, ça, bien sûr, je dis, c'est dans le cas où le nombre de paquets sur la file d'attente prioritaire est très important. On a ce qu'on appelle un phénomène de famine. Mais sinon, c'est-à-dire si le nombre de paquets n'est pas très important, donc il arrive avec un certain débit, je dirais, régulier, là, donc on n'aura pas le phénomène de famine. On ne va pas créer le phénomène de famine. Alors, les inconvénients, donc j'ai parlé donc, du deuxième point, donc, qui peut être un inconvénient. Donc, on peut avoir aussi un ordonnancement qui est statique. Donc, classifier les paquets en entrée n'est pas toujours facile à réaliser, surtout quand on a, en fait, le premier point et le troisième point, ils sont liés de façon directe. Parce que quand vous avez 4 niveaux de file d'attente, ou 4 niveaux de priorité, pardon, et 4 files d'attente associées à ces 4 niveaux de priorité, la phase de classification, elle devient un peu complexe parce que ce n'est pas évident si on est dans un environnement DSCP avec 64 niveaux de priorité, ce n'est pas évident de caser les 64 niveaux de priorité et les mettre dans les 4 files d'attente. Donc là, on sera obligé donc de mettre des priorités différentes dans les files d'attente, dans les mêmes files d'attente. Et ça, c'est mauvais. L'idéal, c'est d'avoir autant de files d'attente que de classes de service, ou bien autant de files d'attente que de priorités. Et vous allez voir par la suite qu'il y a des algorithmes ou bien des politiques d'ordonnancement qui définissent des files d'attente pour chaque flux. C'est vrai qu'on va perdre en termes de ressources parce qu'on va consommer beaucoup de mémoire, mais en termes de qualité de service, on aura de meilleures performances que d'utiliser par exemple 4 files d'attente seulement. Voilà, bon, je pense que comme il est 11 heures, donc je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui? Monsieur, je sais pas si j'ai raté le détail, mais le principe de la famine, كيفاش نقدروا نيفيتيوه il y a un moyen Non, non, il y a rien à faire. C'est-à-dire là, ça dépend entièrement de l'arrivée des paquets. Donc, si vous avez un flux très important de paquets prioritaires qui arrivent, le phénomène de famine, il est inévitable. Alors, je dis inévitable en utilisant PQ. Ah, d'accord. D'accord. C'est-à-dire que c'est un inconvénient associé à PQ. Vous allez voir par la suite. Alors, d'ailleurs, bon, j'avais le slide suivant, il parle de la politique round-robin. Et round-robin, c'est une politique qui est équitable. C'est-à-dire, là, on sort de PQ, on n'applique plus la priorité, mais on va vers une gestion équitable entre les flux. C'est-à-dire, chaque file d'attente, je prends un paquet et j'envoie un paquet de chaque file d'attente à tour de rôle. La première file, j'envoie un paquet. La deuxième file, j'envoie un paquet. Troisième file, quatrième file. Je fais le tour, ensuite je reviens vers la première file pour envoyer le deuxième paquet. Donc là, on évite le phénomène de famine. D'accord? Donc le phénomène de
famille, il est dû essentiellement à l'utilisation des priorités absolues dans la politique PQ seulement. Et dans un contexte particulier, j'avais insisté sur ça. C'est-à-dire, si vous avez un nombre, je veux dire, relativement réduit de paquets de priorités hautes qui arrivent, on peut éviter le phénomène de famine. Il n'y a aucun problème. Ouais. Mais si le nombre de paquets il est très important, là, on va vers le phénomène de famine parce que la conception de l'algorithme, elle a été faite pour favoriser ou bien pour utiliser des priorités absolues entre les flux ou là entre les files d'attente. D'accord. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est juste par rapport à votre site, إذا قلت لنا كان فيه les cours تاعنا etc. واش Oui. نحاول sur internet باش نصبوا votre nom ولا Je vous ai envoyé le lien, non? je pense que je l'ai perdu sûrement. Enfin, je sais pas. Allez, je vais vous réenvoyer le lien pour récupérer la page D'accord, qui merci contient beaucoup. le module TAC. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Alors, je ne sais pas si vous avez, bon, comme hier, j'ai pas assisté au CP, donc, enfin, j'ai assisté rapidement parce que j'avais un autre CP en parallèle. Je ne sais pas si vous avez discuté le délégué, il est là? Non? Pour les séances de la semaine prochaine, donc qu'est-ce que vous comptez faire? La semaine prochaine, on aura le cours ou le TD, la semaine d'après. Pardon? Non, c'est-à-dire, donc, parce que la semaine prochaine, c'est le présentiel, hein? Oui, c'est en présentiel. C'est là, il n'y a pas de problème. Oui, pas de problème. Classe, très bien. Donc, je voulais juste confirmer, c'est tout. Parce qu'il y a des sections où ils voulaient faire des séances en ligne. Classe, donc, pour moi, ça m'arrange. Donc, on reprend en présentiel la semaine prochaine. Donc, on aura... Parce que vous savez, c'est les 2 dernières séances du présentiel, hein? Donc, on aura la semaine prochaine et la semaine d'après. On continuera juste en ligne. On aura, je pense, deux séances pour faire 2 séances de cours en ligne. D'accord? Donc, j'aimerais bien qu'on profite de ces 2 séances du présentiel qui nous restent. Inch'Allah. OK? Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, je vous dis bonne journée, bon courage pour la suite. Et bon, comme on ne se verra pas pour l'Aïd, donc je vous dis aussi à l'avance, donc je vous dis ça va être mais à la semaine prochaine, Inch'Allah. À vous de même, merci. Voilà.